Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette rencontre virtuelle qui fait partie du parcours pédagogique que nous proposons en partenariat avec le CAVILAM pour la deuxième année consécutive. Et à travers le parcours de cette année, nous allons réfléchir ensemble sur les clés de la pédagogie ludique. Aujourd'hui, donc, nous avons le plaisir de compter sur l'intervention d'Amandine Kettel pour la rencontre virtuelle FLE intitulée Ludifier pour mieux apprendre. Cette rencontre virtuelle FLE vous présentera comment des activités, ressources et outils ludiques sont présents dans les collections des éditions Maison des Langues pour stimuler l'engagement des apprenants et favoriser l'acquisition du français. Des exemples pratiques et des outils faciles à mettre en œuvre vous permettront de rendre vos cours plus dynamiques et mémorables, même à distance. Je vous présenterai rapidement Amandine. Après une dizaine d'années dans le réseau culturel français à l'étranger, au Mexique, Sainte-Lucie, en Espagne, en tant qu'enseignante et coordinatrice pédagogique, changement de cap depuis 2017 avec une collaboration assidue avec les éditions Maison des Langues pour l'écriture de méthodes pour adolescents, à la une, Carrousel, les Globetrotters, et aussi pour les adultes, notamment avec Défi. Amandine contribue aussi à la création de vidéos. Maintenant, je ne sais pas si vous avez vu passer nos minutes, la minute FLE. Avant, on avait un autre concept qui était les tutos du FLE, mais voilà, ça a très bien marché. Donc avec Amandine, on continue sur une collaboration avec la création de ces vidéos. Ces vidéos sont destinées aux professeurs et bien sûr, Amandine anime des formations à travers le monde. Elle est également cofondatrice du phare du FLE et experte associée à France Éducation Internationale et formatrice labellisée TV5 Monde. Amandine, je te laisse la parole et on se retrouve en fin de session pour un petit temps d'échange. N'oubliez pas de cliquer sur l'icône questions-réponses pour nous partager toutes les questions qu'on se chargera de partager aussi avec Amandine, hein, pour qu'elle puisse y répondre. Voilà, merci beaucoup. Merci encore Amandine et bonne rencontre virtuelle à toutes et à tous. Merci beaucoup, Séverine. J'ai été fascinée par le chat et toutes les destinations. Enfin, moi, je vois ça comme des destinations et tous les pays dans lesquels vous êtes. C'est super. Il y a même quelqu'un de Nantes, c'est incroyable. Mais je pense qu'on peut faire vraiment le tour du monde rien qu'en venant vous voir, chacun et chacune. Donc, ça fait très plaisir. Merci d'être aussi nombreux. Visiblement, la thématique du jeu et du ludique en classe euh, vous interpelle et vous parle. Donc, c'est intéressant, je pense. Et je comprends bien pourquoi ça vous parle, parce que c'est quand même quelque chose de très important à réussir à mettre en place dans nos classes, de réussir à faire jouer les élèves, à jouer aussi nous pour se faire plaisir. Bref, on va en parler. L'idée étant de voir un petit peu à travers toutes les collections actuelles des éditions Maison des Langues, comment est-ce qu'on peut piocher dedans des choses qui vont nous permettre de jouer. Dans certaines collections, il y a directement des jeux. Dans d'autres, on va voir comment est-ce qu'on pourrait justement travailler un tout petit peu, ajouter un petit détail qui va nous permettre éventuellement de jouer. Donc voilà. Notre programme d'aujourd'hui, c'est donc euh, d'abord d'essayer d'identifier les leviers du ludique, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'une activité devient un jeu? Parce que parfois, on peut un peu, comment dirais-je, tromper nos élèves en leur disant, on va faire un jeu. Et en fait, ils disent, bah non, c'était pas du tout un jeu, c'était juste une activité de grammaire un peu différente. Mais voilà. Donc pourquoi, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'une activité soit vraiment un jeu? Donc on va voir quelques leviers très pratiques. Et je pense que le fait d'avoir ces différents critères en tête nous permet ensuite très facilement de transformer, si besoin, une activité en jeu, si on a envie de transformer une activité en jeu. On va aussi voir, mais je pense qu'on va passer rapidement sur ce point parce que je crois que si vous êtes aussi nombreux à être là cet après-midi, pour moi c'est l'après-midi, c'est sans doute que vous savez et vous êtes convaincus du pourquoi jouer en classe, donc on passera rapidement. Et ensuite, je vais vous montrer plein d'exemples, donc tirés des collections des éditions Maison des Langues, des jeux pour briser la glace, des jeux rapides pour travailler le vocabulaire, pour travailler la grammaire. Et pour finir, on verra aussi comment est-ce qu'on peut éventuellement utiliser l'IA pour fabriquer des jeux, voire éventuellement même pour jouer. Voilà. Donc voilà notre programme pour les 50 minutes à venir. J'espère que vous êtes d'accord avec le programme.
Alors, juste pour préciser, je vous présente très rapidement les différentes collections de manuels de FLE sur lesquelles je vais m'appuyer et dans lesquelles j'ai pioché pas mal d'exemples. Donc, on a d'abord des collections pour le public vraiment enfant. Donc, la collection Capsure, que vous connaissez peut-être déjà, parce que ça fait quelques années qu'elle circule dans le monde, ce qui est vraiment destiné, la collection Capsure, aux enfants, disons, aux enfants du primaire puisqu'il faut déjà savoir lire et écrire pour pouvoir l'utiliser. Et on a aussi la collection Tadam, niveau 1 et niveau 2, pour les enfants justement avant, qui ne savent pas encore écrire, qui découvrent et qui font leurs premiers pas dans l'écrit, reconnaître les chiffres, les lettres, etc. Et qui suivent des cours de français. Donc voilà pour les enfants. Ensuite, on a le public un peu plus âgé, les ados, alors, on a la collection Carrousel, dont j'ai la chance de faire partie des autrices. La collection Carrousel, elle est plutôt pour des grands adolescents, ce qui correspondrait à l'âge du lycée en France. Et on a la collection pour les un petit peu plus jeunes, qui est la collection Les Globetrotters, dont je fais aussi partie des autrices, qui est là pour les un peu plus jeunes, voilà, à peu près de l'âge du collège, on va dire. Je suis désolée, j'ai des références très françaises, mais ce serait Collège Les Globetrotters et Carrousel pour le lycée. Et puis ensuite, on a les adultes. Donc quand je dis adultes, ça veut dire, disons, à partir d'étudiants, à partir de 18-19 ans. Ça dépend de la maturité toujours des élèves, bien sûr. Mais on a la collection Prête à parler. Je vois que Aïda utilise Prête à parler, l'a mentionné dans le chat. Prête à parler, donc jusqu'au niveau B2, et la collection que vous connaissez peut-être aussi, qui s'appelle Défi actuel, qui va aussi jusqu'au niveau B2. Voilà, donc là, pour ces deux dernières, Prête à parler et Défi actuel, on est sur plutôt le public adulte, grands adolescents bien mûrs et adultes. Voilà. Donc, pour vous présenter un peu ces 6 collections dans lesquelles j'ai pioché du matériel qui va nous permettre de rendre nos cours ludiques. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur vous et sur vos pratiques. Donc, je vais afficher un QR code, il est là, et je vais également vous proposer le lien dans le chat. Il est là. Si vous n'avez pas de quoi flasher le QR code, vous allez pouvoir facilement cliquer sur le lien qui est ici. Alors, il faut que je l'envoie bien à tout le monde. Il est là, voilà. Et vous allez pouvoir répondre à différentes questions. Je vais démarrer le sondage puisque je vois que vous y êtes. La première question, c'est de savoir à quelle fréquence vous jouez en classe. Est-ce que vous jouez vraiment à chaque cours? Est-ce que vous jouez souvent? Est-ce que vous jouez rarement? Voire est-ce que vous jouez jamais en classe? Alors, on a plein de réponses qui apparaissent. D'ailleurs, je peux changer. Ah non, je ne vais pas changer mon partage d'écran pour que vous gardiez le QR code si vous arrivez en. Ah voilà, il y a quelques personnes qui répondent dans le chat. Très bien, si vous n'arrivez pas à cliquer sur le lien ou à scanner le QR code, n'hésitez pas à répondre dans le chat. Mais c'est plus facile, comme on est très nombreux, que vous répondiez sur le sondage. Alors, on a déjà presque 200 personnes qui ont répondu. Je ne vous dévoile pas encore les résultats pour ne pas vous influencer. Mais la grande majorité d'entre vous, donc plus de 50% d'entre vous, vous jouez souvent en classe, donc ça veut dire pas systématiquement, mais quand même souvent, comme le mot l'indique. Voilà, je vois que dans le chat, il y a aussi pas mal de souvent. Je vous remets le lien si jamais vous voulez rejoindre. Vous n'avez qu'à cliquer dans le lien que je mets dans le chat. Voilà, donc la majorité d'entre vous, 55%, vous jouez souvent. Un petit peu moins, 35%, vous jouez rarement. Il y a quand même 10% d'entre vous qui jouez à chaque cours, donc vous êtes des grands adeptes du jeu. Peut-être aussi c'est parce que vous enseignez avec des enfants, et donc souvent on passe quand même tous les jours à chaque séance par le jeu quand on est avec des enfants. Et il y a une personne qui représente 1% qui a dit qu'elle ne jouait jamais. Je ne vous demande pas de vous dénoncer, mais j'espère vous faire changer d'avis parce que vous allez voir que c'est facile et utile. Alors, ne touchez à rien, je vais vous faire apparaître sur votre dispositif une deuxième question. C'est de savoir pourquoi vous jouez. Pour faire quoi? Est-ce que vous jouez pour travailler la grammaire, travailler le vocabulaire, la phonétique, pour faire parler les élèves, pour faire une pause ou autre? Vous pouvez sélectionner, si je ne dis pas de bêtises, plusieurs réponses, parce qu'on ne joue pas que pour une seule chose en général. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre. Ah, les scores sont plus serrés là.
J'attends que vous ayez terminé. Ok, on a presque 200 réponses. J'attends encore un tout petit peu parce que ça continue à bouger. Merci à celles et ceux qui répondent dans le chat. Ça me permet de compléter les statistiques. Ah oui, Aïda dit pour motiver. C'était une bonne raison. Ça va dans autre, pour motiver, pour dynamiser, etc. Vous avez raison, pour rendre l'apprentissage amusant. Pour l'écrit, c'est vrai que je ne l'ai pas mis dans les possibilités. Alors, les résultats se stabilisent un petit peu. En premier, quand même, vraiment en grande majorité, l'objectif, c'est de faire parler les élèves. C'est qu'ils prennent la parole, travailler l'interaction orale, travailler l'oral, etc. Ensuite, très suivi de très près, on a travaillé le vocabulaire. L'objectif aussi, c'est de mémoriser, fixer le vocabulaire. Et c'est vrai qu'on peut faire plein de petits jeux de vocabulaire très simples qui vont permettre d'apprendre sans même s'en rendre compte le vocabulaire. Suivi de près aussi par travailler la grammaire, bien sûr. On va pouvoir faire le même genre de jeu. Ensuite, on a travaillé la phonétique. Alors c'est vrai que moi j'ai très peu d'exemples sur la phonétique parce que je ne suis pas du tout formée à l'enseignement de la phonétique, mais j'imagine qu'il y a plein de moyens de le faire. Certains aussi d'entre vous, 20% environ de personnes ont cliqué sur faire une pause. Ça permet effectivement de faire une pause cognitive, se divertir un peu avec les élèves, passer à autre chose. Si on imagine qu'on a pu voir un gros point de grammaire, on peut faire une petite pause, jouer et ensuite reprendre quelque chose de plus stimulant peut-être ou de plus difficile. Ça permet de faire une pause cérébrale, une pause éventuellement physique aussi, parce que peut-être on va se déplacer, bouger, etc. Ce qui ne nous empêche pas de continuer à travailler le français. Et puis, bah, vous êtes plusieurs à avoir écrit autre, et je vois pas mal d'idées ici dans le chat. Les faire participer, stimuler, motiver, les brise-glaces, etc., etc. Parfait. Dernière question, elle va apparaître aussi sur votre écran. Quels sont les jeux préférés de vos élèves? Et là, je vous laisse carte blanche, vous pouvez écrire. Donc, écrivez quelques mots-clés ou juste le nom du jeu, n'hésitez pas. Je vous laisse quelques instants pour répondre. Et Tatiana dit effectivement, même pour nous, les profs, c'est important de jouer parce que comme ça, on ne s'ennuie pas et on ne s'endort pas. Vous avez tout à fait raison. Alors, les réponses commencent à arriver. Alors, c'est la même chose que dans le chat, un gros succès avec Kahoot. Effectivement, je vous remets le lien pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Gros succès sur Kahoot. Gros succès aussi avec... Ah, attendez, j'ai perdu ma souris, elle est là. Avec le jeu de loi que je vois beaucoup, Dixit, les mimes, les cartes, les devinettes, Kahoot encore, le bingo, la bataille navale, les qui est, donc tous les classiques du jeu. Les jeux un peu plus en ligne comme Word Wall, Lyrics Training. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Des jeux plus, disons, classiques, les classiques qui ne ratent jamais, qui sont Time's Up, Loup-garou, Double, voilà, les jeux de mots, les jeux de rôle, les cartes, le pendu, jeux de mémoire. Autre application utile, Bamboozle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La roulette, le memory, les jeux de rapidité sur une ardoise, ah, ça c'est chouette. Quelqu'un a écrit à l'ancienne, mais oui, vous avez raison, et ça marche toujours très bien. Le double encore, des jeux avec des ballons, la boule de neige, speech, super jeu aussi pour les élèves, le petit bac. Bon, je vois que vous avez plein d'idées. Qu'est-ce que j'ai vu? Jacques a dit, les sept familles, la bataille navale, on l'a dit, cadavre exquis, les matchs dans Quizlet, Monopoly, Bingo, Cluedo. Bon, je vois que vous ne manquez pas d'idées. Il y en a beaucoup trop pour que je les dise tous, puisqu'il y a 140 réponses. Voilà. Mais je pourrais éventuellement exporter les réponses pour pouvoir vous les partager si ça vous intéresse, parce que rien que dans vos réponses, on a déjà énormément d'idées de quoi faire avec tout ça. Ouais, il y a encore plus de réponses qui arrivent. Hop, j'éteins le sondage et nous revenons-en donc à notre problématique du jour qui va être de savoir qu'est-ce qui fait un jeu. Parce que je vois que vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de pratiques déjà. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'on réfléchisse un peu à qu'est-ce qui fait qu'une activité devient un jeu. Alors, je n'ai rien inventé. Je suis allée voir un des grands spécialistes
du ludique dans la classe, qui est Gilles Brougère. Et voilà ce qu'il dit. Il faut ces 5 caractéristiques pour qu'une activité devienne un jeu et ne soit plus juste un exercice ou une activité. D'abord, il faut qu'il y ait un caractère de second degré dans l'activité, c'est-à-dire qu'on n'a pas son propre rôle, il y a éventuellement un autre rôle, il peut y avoir de l'humour, en tout cas, voilà, il y a un certain second degré. Ensuite, plus difficile quand on est en classe, il faut la libre décision d'entrer dans le jeu. C'est-à-dire que on ne doit pas normalement obliger nos élèves à jouer. Ça, c'est un point important. Parce que quand on est en classe, bien sûr, bah, on a tendance à vouloir inciter les élèves à jouer, voire à les obliger à jouer, parce que s'il y en a un qui joue pas, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Alors, si et on en a plusieurs qui jouent pas, c'est plus compliqué, mais s'il y en a un qui veut pas jouer, ou deux, on peut toujours leur trouver un autre rôle. Et mon conseil dans ces cas-là, c'est d'essayer de leur donner le rôle le plus ennuyeux possible pour qu'au second tour, ils aient très envie de participer et de jouer aussi. Mais normalement, si on oblige quelqu'un à jouer, eh ben, on perd un peu l'objectif d'être que ce soit un jeu. Troisième point important, il faut qu'il y ait des règles qui soient partagées, implicites ou explicites, parce qu'il y a certains jeux où on n'a pas besoin de dire les règles, on les connaît, soit parce qu'on les connaît culturellement, tout le monde connaît les règles, soit parce que bah, c'est très simple, on a montré un exemple et il suffit de répéter et donc on n'a pas besoin d'expliquer. Mais il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'on sache comment gagner, comment perdre, qu'est-ce que je dois faire moi en tant que joueur ou joueuse, c'est important. Quatrième point très important, et c'est aussi important en classe, il ne faut pas qu'il y ait une conséquence dans la vie réelle. C'est-à-dire, si on reprend notre contexte de la classe, il ne faut pas que le jeu, par exemple, ait une incidence sur la note à l'examen, pour donner un exemple très concret. Donc ça, c'est important aussi. Il ne faut pas qu'il y ait une conséquence. Si on perd au jeu, il ne faut pas que ça ait une conséquence sur la suite de notre apprentissage et sur la suite de la classe. Et si on gagne de la même manière, il ne faut pas qu'il y ait une conséquence, en tout cas importante. Et dernier point très important, il faut qu'il y ait une certaine incertitude quant à l'issue du jeu. Donc par exemple, il faut qu'on ne sache pas si on va gagner ou si on va perdre. Parce que si on sait déjà comment va se terminer le jeu, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de jouer. On perd l'intérêt et la motivation de jouer. Donc ça, c'est 5 points qui me semblent importants pour ne pas confondre une activité pédagogique et un jeu. Il peut être pédagogique aussi, mais qui doit être vraiment un jeu. Et autre point qui m'intéressait de voir avec vous, quels sont les leviers, c'est-à-dire sur quels critères je peux jouer, justement. Qu'est-ce que je peux modifier dans une activité pour qu'elle devienne un jeu? On a déjà ces 5 critères en tête, mais on va en voir d'autres. Je suppose qu'en tant que prof de langue, vous connaissez ce petit animal, ce petit hibou qui, moi, envoie des notifications plusieurs fois par jour, tous les jours. C'est le petit symbole de Duolingo. Alors, mon objectif n'est pas du tout de faire de la pub pour Duolingo, c'est juste pour vous montrer. Duolingo, c'est donc une application qui permet, théoriquement, d'apprendre des langues. Je dis théoriquement parce que je ne suis pas encore complètement convaincue. Mais en tout cas, ça permet de travailler de la langue. Et c'est très ludique. Alors, qu'est-ce qui fait que Duolingo, qui propose des exercices de grammaire vraiment structuraux et traditionnels, qu'est-ce qui fait qu'ils réussissent à faire des activités ludiques? Premier point, il y a cette notion de challenge. Alors, je suis désolée parce que mes captures d'écran sont en anglais, mais bon, c'est pas très grave. C'est juste que mon application est en anglais, je n'ai pas pu faire mieux. Donc, à chaque fois, enfin, tout au long de Duolingo, il y a plein de challenges à remplir. On doit atteindre un certain score pour passer des niveaux, et l'objectif est toujours de récupérer des médailles, des trophées, etc., etc. Donc, on a vraiment cette notion de challenge, et on voit la progression, et on voit vers quoi on doit arriver. Il y a parfois des exercices avec un temps limité aussi, par exemple. Donc, on a vraiment cette notion de challenge. Deuxième point important, on a la notion de la quête. J'ai fait une capture d'écran, là on voit le parcours pédagogique, il est fait de petites étapes en petites étapes, et l'objectif c'est d'arriver à passer chaque étape pour gagner des points, pour gagner des diamants, ou je ne sais plus comment ils appellent ça. Voilà, pour passer les étapes, on a toujours des quêtes, et il y a aussi une quête quotidienne, il y a des quêtes qu'on peut faire avec nos amis, etc., etc. Donc, on a toujours un objectif, en fait, avec ces quêtes. Et quelqu'un l'a dit dans le chat, on a aussi
la notion de récompense. On peut gagner des badges, on peut gagner des points, on peut gagner des diamants ou des je ne sais pas comment ça s'appelle. Et on peut aussi, quand on a gagné assez de choses, les partager avec les personnes qui nous suivent, etc., etc. Donc il y a cette notion de récompense qui est très importante. Et enfin, je pourrais en montrer plein d'autres, mais je vous montre celle qui me semble importante. On a aussi la notion de classement. Bon, alors le jour où j'ai fait cette capture d'écran, j'étais vraiment en bas du classement. Je me suis améliorée depuis. Mais voilà, cette notion de classement, elle est très importante aussi. Et c'est très facile de jouer avec le classement dans le sens où dès que vous faites un exercice, hop, vous montez ou vous descendez parce que vous gagnez des points. Et donc, il y a cette notion de compétition, bien sûr, c'est un mot que je n'ai pas encore utilisé, mais la notion de compétition, et si en plus vous amenez vos amis dans Duolingo, vous pouvez vous battre avec eux, etc. Donc voilà, tous ces éléments sont effectivement des éléments, quelqu'un l'a mentionné aussi dans le chat, de gamification, qui vont permettre éventuellement de jouer pour qu'une activité classique devienne un jeu. Donc si j'applique ça à la manière de ludifier l'apprentissage d'une langue, donc ludifier ou gamifier, hein, on est à peu près sur un synonyme. Si on reprend nos différents leviers, donc on a par exemple les récompenses. Donc ça veut dire qu'on peut offrir à nos élèves des récompenses, des points, des privilèges par exemple en classe. Si vous avez gagné, si vous avez bien réussi quelque chose, vous gagnez le droit de, je sais pas, sortir une minute avant tout le monde de la classe ou sortir sans ranger vos affaires ou, je sais pas, on peut imaginer plein de choses. Des petits cadeaux. Ça, on a l'habitude de le faire souvent dans les jeux, un petit chocolat, un bonbon, un livre, un petit objet. Alors ça dépend de notre public aussi, mais voilà, un livre, c'est toujours le même cadeau, le meilleur cadeau. Mais ça peut être aussi, on peut imaginer plein de choses, des bonus, des badges, etc. Peut-être que certains d'entre vous connaissent la collection des autocollants des éditions Maison des Langues, qui sont des petits autocollants qu'on peut coller du coup sur les copies de nos élèves ou dans leur cahier, sur leur travail. Et c'est des autocollants vraiment d'évaluation positive. À chaque fois, on peut leur dire super travail, bien joué, bonne amélioration, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très facile pour le prof. Il suffit de prendre l'autocollant, le coller sur le cahier, l'élève est content, il a eu sa récompense. On a un petit peu gamifié ou ludifié en ajoutant ce levier. Alors, c'est pas forcément suffisant, donc on va voir d'autres choses. On a la notion de quête. Alors ça, c'est pas présent déjà dans les manuels et dans le matériel, mais c'est très facile de présenter, je pense surtout aux publics les plus jeunes, les ados qui peut-être ont l'habitude déjà de jouer à des jeux vidéo ou des choses comme ça, présenter le programme sous forme de niveau à passer. Donc, il suffit d'ouvrir le manuel, par exemple, à la page où vous avez le sommaire et les tableaux des contenus, et leur présenter sous forme voilà, de niveaux. Donc, il y a des niveaux à passer, et pour passer d'un niveau à un autre, bah, il y a des défis, des challenges. On avait parlé de cette notion de challenge. Il y a des défis à remplir qui peuvent être tout simplement la tâche finale ou un examen, mais simplement le fait de le présenter de cette manière. Et alors, si vous avez un petit peu de temps à passer, vous pouvez reprendre et présenter sur une application, par exemple, ou un logiciel, les différents niveaux. Et voilà, pour y accéder, il faut débloquer des choses, etc. Il y a plein de manières de faire ça. La notion de challenge, ben, on peut tout simplement prendre les projets finaux ou les mini-projets. Là, par exemple, je vous ai mis un exemple dans les Globetrotters. À la fin de chaque leçon, vous avez un mini-projet et à la fin de l'unité, vous avez le projet final. Donc, pourquoi pas faire en sorte de présenter ces mini-projets et ces projets comme des défis de fin de séquence dans lesquels voilà, il va falloir donner le meilleur de soi-même. On peut donc gamifier un petit peu ces tâches et en faire donc un challenge qui pourra éventuellement amener à un classement. C'est mon étape d'après. Si on veut faire rentrer un petit peu de compétition, ben, on peut proposer de classer, et pas forcément seulement le prof qui classe les élèves, mais ça peut être aussi les élèves entre eux qui vont voter pour les projets qu'ils ont préférés parmi les projets de leurs collègues, et ça peut amener rapidement un tableau de classement. Alors, à vous, c'est vous qui connaissez votre public et vos élèves. Des fois, les histoires de classement, ça peut être contre-productif. C'est vous qui savez, c'est vous les experts de vos classes, c'est vous qui savez si s'il y a un classement, ça motive les élèves ou au contraire, ça les décourage. Dans ce cas-là, on abandonne.
Vous avez aussi des petits objets comme, alors ça peut être des objets connectés ou pas, comme des buzzers, des chronomètres. On peut ajouter la notion de rapidité, de temps limité, etc. Et tout ça va nous permettre d'ajouter un petit peu de compétition. Voilà, donc tous ces éléments permettent très rapidement, très facilement de transformer une activité et de la gamifier ou ludifier. Les spécialistes diront que c'est pas exactement un synonyme. Moi, j'estime pour aujourd'hui que ce sera un synonyme. Alors, pourquoi on voudrait faire ça? Quels sont les intérêts? Alors, vous l'avez déjà un petit peu dit dans certaines de vos réponses, avec cette histoire de motivation, hein. C'est souvent la première motivation pour jouer, c'est de motiver les élèves. J'ai fait une capture d'écran ici du modèle de, alors je suis désolée pour la prononciation, je suis pas sûre, mais Yu Kaichu, qui est le grand spécialiste de la gamification. Et donc, il a fait ce modèle avec les 8 leviers de l'engagement. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant d'insérer de la gamification quand on est en formation, quand on enseigne, quand on veut former quelqu'un? Donc, on retrouve un peu les mêmes éléments. Il y a d'abord la quête. Ici, c'est la quête de sens, trouver une vocation, trouver pourquoi on fait les choses. Il y a l'aspect créativité. Il y a quand même beaucoup de jeux qui demandent d'être créatifs et qui vont permettre d'avoir un feedback direct, un retour direct des autres joueurs parce qu'on va valider ou non la réponse. Donc, enfin, c'est quelque chose de très rapide. Il y a le côté aussi influence sociale et les relations qu'on va pouvoir aussi créer pendant qu'on joue. Moi, j'appelle ça souvent la cohésion du groupe. Ça permet aussi que les élèves apprennent à se connaître, s'amusent ensemble, etc. Il y a l'aspect de l'imprévisibilité qui, du coup, donne un peu de curiosité, parce qu'on ne sait pas comment va se terminer le jeu, on ne sait pas forcément ce qui va se passer aux étapes suivantes. Donc, souvent, ça éveille un peu la curiosité, donc la motivation. On a envie de savoir ce qui va se passer après. Il y a la possibilité de perte, et donc des stratégies pour éviter de perdre. Il y a l'aspect aussi de la rareté et de l'impatience. Alors, il y a plusieurs choses là-dessous. D'abord, des fois, bah, c'est rare de jouer en classe, donc on peut être content de jouer. Et puis, dans certains jeux, bah, il y a des éléments qui sont rares, et donc il y a une certaine impatience qui peut se développer à l'idée de trouver ces éléments rares. Ensuite, il y a souvent la notion de propriété, de possession, parce qu'on va gagner des éléments, gagner des points, etc. Et enfin, le jeu bah, permet de se développer, d'accomplir des choses. Si on repense vraiment à notre contexte de FLE, on voit les élèves qui développent des compétences et qui accomplissent certaines tâches, par exemple, ou certains challenges, certains défis qui n'étaient pas forcément évidents à leur niveau. Et en fait, ils y arrivent, ils peuvent le faire. Donc voilà, donc on a d'un côté la motivation vraiment extrinsèque du groupe et la motivation intrinsèque de chaque élève. Voilà, je vous ai mis ici le lien vers cette infographie, puisque c'est une infographie, comment on dit, interactive. Donc vous pourrez l'ouvrir et aller cliquer sur chaque élément pour avoir plus d'informations que ce que je vous ai rapidement dit aujourd'hui. Mais voilà, c'est un modèle très intéressant, un schéma très intéressant à avoir en tête pour savoir pourquoi on joue, quel est l'intérêt. C'est pas juste la motivation, c'est pas juste se reposer et se distraire. Il y a pas mal de choses derrière qui sont assez intéressantes en classe. Alors, on arrive maintenant à la présentation d'exemples de jeux que j'ai pris donc tout simplement en feuilletant les différentes collections de livres. J'ai trouvé plein d'exemples de jeux parce que la plupart des activités que je vais vous montrer sont déjà toutes prêtes. Donc c'est quand même un gain de temps énorme pour nous puisque les jeux sont prêts, ils sont présentés. Selon le type de jeu, vous avez aussi le matériel qui est à votre disposition sur l'espace virtuel. On peut télécharger, imprimer, découper, on a le matériel. Si on est dans un cours en ligne, il suffit de projeter certains éléments et ça va être facile. Donc voilà, très simple. Alors, bah, on va commencer par des exemples de jeux pour briser la glace. On peut imaginer pour un premier cours, pour une rentrée après les vacances, pour la rentrée quand c'est un nouveau groupe qui se forme, etc. L'objectif, c'est de faire connaissance, parler un petit peu français aussi, parce que des fois, ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait, ou alors c'est le tout premier cours de français et on peut déjà jouer en français. Je vous montre pour commencer un exemple dans la collection Capsure, donc pour les enfants. Ici, c'est vraiment la première unité du niveau 1. Donc, on est vraiment au tout début de l'apprentissage de cette langue. Et
Bah, dès le début, on peut jouer, en fait. Donc, on propose de jouer au kikiki. Voilà, c'est le nom du jeu. Donc, un camarade a les yeux bandés, on forme un cercle autour de lui, les autres élèves forment un cercle autour de lui, on tourne, et le camarade qui a les yeux bandés vient s'approcher d'un ou d'une camarade, le touche, et doit essayer de deviner qui c'est. On est en tout début d'apprentissage de la langue, donc on aura appris aux élèves c'est avec l'intonation montante pour la question, et la réponse non, moi c'est, ou oui, oui. On peut juste dire oui, ou oui c'est, et le prénom. Donc on est au tout début, ça permet aux élèves d'apprendre les prénoms, nous aussi d'apprendre les prénoms, et de s'amuser et d'avoir, l'air de rien, déjà fait un jeu en français. Donc c'est vraiment un jeu très très simple qui ne nécessite pas de matériel à part quelque chose pour cacher les yeux des élèves, mais ça en trouve toujours quelque chose. Donc voilà, très simple, un exemple d'encapsure tout début de l'apprentissage du français. On n'a pas besoin d'avoir un certain niveau pour jouer, on peut le faire à tous les niveaux et à tous les âges. Un autre exemple dans les Globetrotters. Ici, c'est les Globetrotters 3, donc on est au niveau A2. Et là, on propose d'écrire des questions sur donc un papier, une question. On mélange toutes les questions et puis ensuite, chaque élève va piocher une question, lire la question et y répondre. Donc, l'idée, c'est d'orienter éventuellement les questions vers ce qu'on a travaillé. Donc, on peut, si on veut, proposer aux élèves de faire des questions sur les vacances, par exemple, parce que là, on est dans l'unité sur les vacances. C'est pour ça que l'exemple, c'est tu vas où en vacances normalement? Je vais à la mer, près de Cannes. C'est exactement les structures qu'ils viennent d'apprendre. Je vais à les paysages et la localisation, etc. À nous d'orienter les questions en donnant un exemple, par exemple, ou laisser le champ ouvert pour pouvoir que les élèves apprennent à se connaître petit à petit. Ils vont s'entraîner à formuler et écrire une question, à lire et comprendre une question, puis à répondre très simplement à la question. Et donc ça, c'est des objectifs vraiment linguistiques. Et objectif, c'est apprendre à se connaître et utiliser la langue de manière un peu spontanée, puisqu'on va répondre rapidement à une question sans beaucoup de préparation, etc. Pour les adultes, une autre idée trouvée dans Défi actuel, numéro 1, en classe, on doit dire son âge. Alors, culturellement, il y a certains pays où on ne veut pas dire l'âge. Trouvez une astuce dans ces cas-là. Vous pouvez leur proposer d'inventer un personnage ou vous leur distribuer une carte avec un numéro qui pourrait être leur âge ou on change l'âge. L'objectif ici, c'est de travailler aussi beaucoup les numéros puisqu'on est dans les premières unités de défi actuel. Donc, si vous savez que vos élèves refuseront de donner leur âge, il suffit de transformer un petit peu. Toujours, c'est toujours vous qui savez comment faire dans vos classes, parce que c'est vous qui connaissez vos élèves. Des fois, culturellement, il peut y avoir des petits obstacles. Mais si on imagine qu'il n'y a pas de problème, dites votre âge et formez une ligne du plus jeune au plus âgé en moins d'une minute. Donc là, on a le levier du temps. On va se déplacer dans l'espace. Donc les élèves changent un peu de position, se déplacent dans l'espace, doivent interagir entre eux, se demander éventuellement l'âge, parce qu'ils ne vont pas mémoriser l'âge de tout le monde d'un coup. Et ensuite, une fois qu'ils estiment qu'ils sont dans la ligne comme il faut, dans le bon ordre, on vérifie. Donc le prof peut demander à chaque élève, tu as quel âge? J'ai, par exemple, ici on a j'ai 48 ans. OK, donc on vérifie si la ligne est correcte et ça permet encore une fois, avec les toutes premières heures d'apprentissage du français, d'avoir joué, d'avoir eu une interaction relativement spontanée, parce que même si on ne fait que dire l'âge ou quoi, mine de rien, pendant le jeu, il va y avoir d'autres choses, parce qu'on va dire bah, avance, recule, va à droite, va à gauche, même s'ils ne comprennent pas encore, parce qu'on n'a pas encore vu ces mots, en faisant des gestes, etc. Si le jeu se passe en français, ça, ça, voilà, ça devrait bien se passer, il n'y a pas de raison. Donc c'est un jeu très très simple qui nécessite juste d'avoir un tout petit peu de place pour faire une ligne comme ça dans votre salle de classe. On peut imaginer ensuite si ce jeu a plu à vos élèves et qu'ils ont passé un bon moment, on va pouvoir le réutiliser en modifiant l'objectif. Ici, c'était l'âge. Ensuite, dans une autre unité où, par exemple, on parle de la ville, des transports, etc., on peut demander aux élèves de se classer par ordre de temps de transport pour arriver dans la classe. Et donc ensuite, bah, on va leur demander, alors, tu mets combien de temps pour venir? Il va dire 15 minutes. Ah, tu viens comment? Je viens en bus, etc. Il va expliquer. Et voilà, encore une fois, on va avoir une interaction
relativement naturel et spontané à partir d'un petit jeu. Donc voilà, c'est en jouant sur ces petits leviers. Ici, le levier, ça va être de se déplacer. Il y a une compétition, il y a un temps limite. Mais nous, notre objectif pédagogique, c'est à la fois de passer un bon moment et de travailler ici l'expression des numéros, de l'âge, des nombres, etc. par exemple, et du verbe avoir. Voilà. Donc, on cache nos objectifs grammaticaux sous des petits jeux. Autre idée de jeu brise-glace que j'ai trouvé cette fois dans Prêt à parler. Donc toujours niveau A1, on est encore dans les premières unités, c'est pas la toute première, c'est l'unité 3 ou 4, je ne me souviens plus, pour travailler les expressions, exprimer les goûts. Donc j'adore, j'aime, je n'aime pas, je déteste. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Écrivez vos réponses sur une feuille, donc qu'est-ce que vous aimez? Donc on commence la phrase par exemple, j'adore le chocolat. On écrit son petit papier, on le mélange, et ensuite, donc, il faut piocher une feuille au hasard, lire, par exemple, j'adore le chocolat, et essayer de deviner qui adore le chocolat. Donc, comment est-ce qu'on va deviner? Parce qu'on connaît peut-être un peu la classe. On va poser des questions. Est-ce que tu adores le chocolat? Oui, non. Ah non, c'est pas toi. Ah non, tu n'aimes pas le chocolat. Et hop, on peut imaginer qu'il y a une petite interaction spontanée, rapide, qui se passe. Et encore une fois, l'objectif, vous l'avez dit d'ailleurs que vous utilisez beaucoup les jeux pour faire parler les élèves. Ben voilà, ici, on est à un niveau très débutant et pourtant, ils vont être capables d'avoir une petite interaction rapide et d'apprendre à se connaître. Donc, ça marche. Et vous avez vu, en termes d'organisation, c'est toujours très très simple. On a besoin de très peu de matériel, des petits bouts de papier, un petit peu d'espace et ça va très vite. Donc, ce sont des jeux qui sont rapides, qui ne demandent pas beaucoup d'organisation et qui permettent toujours, quand ils sont dans le livre, de réutiliser ce qui vient d'être vu. Donc, sous couvert de faire une petite pause, en réalité, on continue à travailler ce qu'on vient de voir avec les élèves. Donc voilà, pour quelques exemples de jeux brise-glace, bien sûr, il y en a plein d'autres qui sont possibles de faire. Je vous ai pris ici quelques exemples dans les collections de Maison des Langues. Voyons maintenant des petits jeux rapides, par exemple pour le vocabulaire. Donc l'objectif, ça va être par exemple de réviser le vocabulaire. Ces jeux, l'objectif, c'est qu'il y ait des techniques qui fonctionnent pour tout le monde et pas seulement pour les élèves les plus motivés. Ça va permettre qu'ils apprennent le vocabulaire sans même s'en rendre compte, parce que souvent, ils sont concentrés sur le jeu et pas tant sur les mots. Mais c'est très bien parce que du coup, ils déconscientisent l'apprentissage et donc ça fonctionne mieux parce qu'on fait moins d'efforts finalement. C'est des petits jeux qui vont être très pratiques pour faire à la fin d'une leçon, par exemple, à la fin d'une unité, ou justement, au contraire, au début de la classe suivante pour rafraîchir, réactiver, redynamiser et vérifier aussi en tant que prof si le vocabulaire a bien été retenu ou pas. Et j'ai mis entre parenthèses, c'est pour nous de bien y penser, attention à bien garder une trace du vocabulaire qu'on a étudié. Parce qu'on a bien sûr le vocabulaire qui est dans le livre, qui nous permet d'avoir une base solide de vocabulaire à apprendre, mais souvent dans la classe, on le sait, les choses se passent différemment et on a d'autres vocabulaires qui surgissent, ou parfois dans une leçon, on a une liste de vocabulaire qui ne correspond pas forcément au contexte dans lequel vivent nos élèves. Donc, il faut bien garder une trace du vocabulaire qu'on a vraiment étudié en classe. Alors, un exemple qui n'est pas forcément dans les livres, mais que voilà, je voulais vous repartager au cas où vous aviez oublié que ça existe. Dessiner, c'est gagner. C'est comme ça qu'on l'appelle en France. Je crois que dans le reste du monde, on dit Pictionary. Mais voilà, dessiner, c'est gagner. On peut faire nous-mêmes, le prof, une liste des mots ou des... Alors plutôt des mots ici, si c'est le vocabulaire, qui ont été étudiés récemment. Donc ça nous prend 5 minutes. Et on va faire deux équipes. On leur demande à chacun de piocher un petit papier sur lequel est inscrit un mot. Et ensuite, il va falloir qu'ils dessinent et que le reste de l'équipe devine le plus rapidement possible de quel mot il s'agit. Donc, il faut se souvenir du mot. Il y a cette notion de rapidité. Il y a un petit levier aussi ici de créativité qui est intéressant parce que même si on ne sait pas dessiner, bah, il va falloir qu'on trouve un moyen de représenter ce qu'on voulait représenter. Et ça marche aussi à tous les niveaux. Niveau A1, A2, B1, on va souvent représenter des objets, des animaux, etc. Et puis plus on avance de niveau, plus ça se complique parce qu'il va falloir représenter des choses parfois plus conceptuelles. Donc voilà, c'est un jeu qui, je trouve, fonctionne avec tous les publics. Les enfants adorent dessiner, mais les adultes n'ont souvent pas l'occasion de dessiner, donc ça leur fait aussi une petite récréation. Et ça marche avec tous les niveaux. Donc n'oubliez pas que Dessiner c'est gagner ou Pictionary existe et fonctionne plutôt pas mal. Un autre exemple que j'ai pioché cette fois dans Carrousel. Donc Carrousel 2, donc niveau A2.
J'ai pris deux exemples parce il y en a pas mal qui sont disséminés dans Carousel. Et par exemple ici, donc c'est à la suite d'une leçon dans laquelle on voit les notions de savoir-vivre et de respect entre les personnes, etc. Donc il y a des règles de savoir-vivre dans un article. Et donc pour réviser et pour vérifier, en fait ici c'est un jeu à la fois de vocabulaire et en même temps de compréhension écrite. Et je trouve ça intéressant de travailler la compréhension écrite aussi sous forme de jeu. On propose donc aux élèves de mimer une des situations de l'article, ou justement une situation qui ne respecterait pas les règles de savoir-vivre qui sont données dans l'article. Et les camarades donc doivent deviner la situation et donc retrouver la règle de savoir-vivre qui correspondrait. Et on peut imaginer aussi un petit débat, une petite discussion. Bon, on est seulement au niveau A2, mais on peut déjà discuter un petit peu, donner son opinion de manière très simple. Et puis une deuxième idée de jeu que j'ai beaucoup aimé, parce qu'on utilise seulement comme matériel des dés. Ça, c'est du matériel qu'il faut absolument avoir dans sa trousse quand on est prof, c'est toujours utile. Et donc, il faut 2 dés, et le premier chiffre du premier dé va indiquer qui parle et à qui. Donc, par exemple, si vous faites 2, c'est une ado qui parle à ses parents. Il faut demander un service. Et donc, le deuxième dé va vous donner, si par exemple vous avez fait 4, il faut lui prêter, non, lui demander de lui prêter 15 euros. Donc, l'ado va demander à ses parents de lui prêter 15 euros. Donc, alors, ça paraît, il y a une cohérence hein, dans l'unité. L'objectif, c'est de retravailler tout ce qu'on vient de voir et de demander un service et de répondre oui ou non au service, d'accord? Donc ça permet là aussi de créer une petite interaction à partir avec des contraintes en fait, puisqu'on sait déjà qui parle à qui et quel est le service. Donc il n'y a pas besoin d'imaginer, il faut juste faire, il faut juste bah, faire les phrases et répondre, etc. Donc c'est très simple, avec 2 dés, on va pouvoir imaginer ces petites interactions et on va pouvoir faire changer les rôles ensuite, etc. Donc très pratique ce genre de petit jeu. Et si vous avez vu que ça fonctionne bien avec vos élèves, bah, ensuite vous pouvez l'appliquer à d'autres pages du livre et à d'autres activités. Ça fonctionne bien. On retourne cette fois chez les tout petits Tadam. On travaille les formes, par exemple. Alors, dans Tadam, il y a des jeux à toutes les pages. Donc, j'avais l'embarras du choix. Et par exemple, ici, on est dans le deuxième livre, donc on est à un niveau A1 plus, on va dire. Et donc, on voit les formes. Le prof ou la prof dit, je vois un rectangle, carré, rond, etc. Et le premier élève qui trouve un objet dans la classe qui est rectangle, carré ou rond doit dire, donc il faut se souvenir du mot en français, il faut avoir compris rectangle, carré, rond et le montrer, voire éventuellement, on peut inviter les élèves à aller le chercher. Voilà, donc j'avais vraiment l'embarras du choix pour les jeux dans Tadam. Je vous ai présenté celui-là parce que c'est quelque chose que moi qui n'ai jamais enseigné à des enfants, j'avais pas pensé les formes. C'est intéressant, c'est important aussi d'apprendre les formes, c'est vrai. Un autre exemple dans les Globetrotters, on peut avoir un genre de jeu un peu comme un jeu de Kim ou un jeu de memory. Donc là, on est dans le niveau 3. On propose aux élèves, donc il y a un plan d'un appartement qui est représenté. On leur propose d'avoir 30 secondes pour vraiment observer très attentivement le plan, puis on ferme le livre et il va falloir dire qu'est-ce qu'il y a dans chaque pièce. Donc dans la chambre, il y a ou il n'y a pas. On note le maximum de choses, donc on peut travailler en équipe, on peut travailler toute la classe, à vous de voir les modalités. Et ensuite, ben, on regarde qui a la liste la plus longue et la plus correcte, bien sûr, pour pouvoir gagner des points. Et donc ça, c'est un jeu très simple qui ne demande aucun matériel, juste le livre qu'on va fermer ou ouvrir. Et une autre idée de jeu qui fonctionne toujours aussi, c'est de mimer. Donc là, dans l'activité, dans l'unité sur les tâches ménagères, bah voilà, on va mimer tout simplement les tâches ménagères pour se souvenir du vocabulaire, passer l'aspirateur, faire la vaisselle, faire le ménage, etc., etc. Donc, mimer, ça fonctionne toujours. Le memory à partir d'une image, ça fonctionne toujours. Dessiner, piocher des petits papiers, voilà, c'est des moyens de faire jouer les élèves de manière très rapide. Autre petit jeu rapide de grammaire. Donc là, c'est toujours la même chose. L'objectif, ça va être soit de réviser, soit de systématiser ou corriger des erreurs. Ce qui est important, c'est de bien communiquer aux élèves l'objectif du jeu. Et de la même manière, on va pouvoir jouer plutôt avant ou après une leçon de grammaire en fonction de notre objectif.
Un exemple tiré de Capsure, c'est le puissance 4. Alors le puissance 4, si on n'est pas en classe de FLE, c'est ça. C'est ce jeu où il faut aligner des pions de la même couleur, 4 pions de la même couleur. On peut faire la même chose exactement avec des verbes, par exemple. Donc on a d'un côté, donc on a un tableau à double entrée avec d'un côté les personnes, je, tu. Alors, il, elle, c'est Emma, Gabriel, nous, vous et Nicolas et je sais plus comment il s'appelle parce que je vois pas, il y a un petit truc dessus. Et ensuite des verbes. Et donc, pour pouvoir placer mes croix ou mes bâtons, c'est un peu comme un morpion aussi, mais pour pouvoir placer mes couleurs, si je suis dans l'équipe jaune, je vais dire Emma, alors ici c'est le futur, Emma va aller en France. Et si ma phrase est correcte, je peux placer ici un pion. Et ensuite, les autres élèves vont faire des phrases. Et l'objectif, ça va être de les empêcher d'aligner 4 pions d'un coup. Donc, ça va me forcer à faire des phrases que peut-être je maîtrise pas parce que je voulais pas faire le tu parce que je me rappelle plus, mais en fait, je dois absolument faire le tu parce que je veux bloquer l'autre équipe. Voilà, donc c'est intéressant parce que ça va très vite, les élèves comprennent très rapidement comment il faut jouer, et il y a un côté qui va les obliger à conjuguer des verbes que peut-être ils n'avaient pas envie de conjuguer s'ils veulent pas perdre. Donc ça marche toujours. Et si ça a marché une fois avec vos élèves, bah, n'hésitez pas à le réutiliser en changeant les verbes, en changeant le temps qu'on va travailler. On peut toujours le faire, ça marche très bien. Sur le même système, toujours dans Capsure, on a le bingo des conjugaisons aussi. Donc les grilles sont déjà prêtes, elles correspondent exactement à ce qu'on vient de voir dans l'unité, donc c'est facile, il y a plus qu'à les imprimer et les distribuer aux élèves. On peut jouer en ligne aussi, ça fonctionne très bien. Donc chaque élève a sa petite grille avec des verbes à l'infinitif et le prof va piocher une carte et la lire dans laquelle il y aura par exemple j'ai pris. Est-ce que vous avez prendre dans votre liste? Bon, bah nous on l'a pas, donc on ne peut pas entourer. Mais ici on voit qu'il l'a, donc il entoure. Et le premier qui a réussi à entourer tous ces verbes crie bingo et on vérifie s'il a bien effectivement gagné le bingo. Donc voilà, là aussi, si le bingo ça marche avec les élèves, on peut le réutiliser avec d'objectifs pédagogiques différents, plein d'objectifs de grammaire, de vocabulaire, etc. C'est toujours, ça marche toujours. D'ailleurs, vous l'avez beaucoup cité dans les exemples de jeux dont vous avez parlé. Le bingo, ça marche toujours très très bien. Autre exemple, cette fois, dans Prêt à parler, donc pour les adultes, niveau A1, on est dans le niveau A1. Et là, c'est un jeu que vous n'allez pas retrouver dans le livre, mais dans l'espace virtuel, dans les ressources associées à Prêt à parler, vous avez un jeu de loi, alors qui correspond à un moment, je ne sais plus exactement dans quelle unité, mais il y a une unité dans laquelle ce jeu de loi est parfait, parce qu'en fait, c'est un jeu de loi qui va permettre aussi de travailler la compréhension. Alors maintenant, j'ai un doute si c'est compréhension écrite ou compréhension orale, mais en tout cas, ça permet de travailler la compréhension et l'oral, l'expression orale aussi, puisque donc bah, c'est un jeu de loi classique, hein, on lance les dés, on avance, et à chaque fois qu'il y a donc on tombe sur une case, bah, il faut répondre au challenge qui est là. Donc parfois, il faut lire ou écouter, je me souviens plus, mais je crois que c'est lire. Il faut lire le texte pour pouvoir répondre. Par exemple, qu'est-ce qu'on avait? Bon, comparez Neuchâtel à votre ville ou village. Tous les élèves ne connaissent pas Neuchâtel, mais les informations sont dans le document. Vous arrivez à l'hôtel, vous restez 2 nuits. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez des réponses aussi qui sont dans le document. Et on peut aussi vous demander de parler de votre famille, etc. Donc ça, voilà, il y a un document qui est associé et ça permet là de travailler la compréhension et l'expression d'une manière différente de d'habitude et plus ludique. Une autre idée, une dernière idée pour les jeux de grammaire, toujours dans Tadam. Alors comme je vous disais, j'avais l'embarras du choix dans Tadam puisqu'il y en a partout, mais j'ai bien aimé cette idée où ici l'objectif donc c'est de retrouver en posant des questions le bon comment dire, pack du midi, la bonne lunchbox de notre élève. Donc, elle va poser, il y en a, c'est par deux, il y en a une qui va poser des questions. Donc, est-ce qu'il y a des tomates dans ton tupperware? Oui, ok. Donc, bon, ils ont tous des tomates, c'était pas une bonne question. Combien il y a de tomates? Il y en a deux, ok. Donc, on a la possibilité que ce soit le 3 ou le 2. Et ensuite, bon, on va continuer à poser des questions pour réussir à trouver quel est le repas de notre camarade. Ça permet de travailler. Il y a les chiffres, les ingrédients, enfin le vocabulaire de l'alimentation, puisqu'on va devoir savoir dire tous les mots qui sont sur l'image.
Donc voilà, les élèves vont pouvoir très facilement, sans avoir besoin ni de lire ni de quoi que ce soit, euh, travailler ce vocabulaire. Et on peut imaginer, encore une fois, le refaire ensuite avec d'autres types de vocabulaire, de poser des questions pour retrouver la bonne image. Donc voilà pour les exemples comme ça, un peu de grammaire et vocabulaire. Et pour terminer, l'IA. Alors l'IA, vaste sujet en ce moment. Mais aujourd'hui, j'avais envie d'être positive sur l'IA, donc je vous propose de vous montrer quelques idées et surtout de lire le guide d'utilisation IA qui est... Alors, il y en a deux. Il y en a un qui est associé à Défi actuel et il y en a un autre, je vais vous montrer après, qui est associé au Globetrotter. Et donc, dans le guide d'utilisation IA de Défi actuel, par exemple, on vous propose, avec je ne sais plus exactement quelle unité, de créer un tabou. Donc le jeu tabou, l'objectif c'est de faire deviner à son équipe un mot en ayant des mots interdits. D'accord? Donc l'intelligence artificielle peut créer un jeu de tabou très bien. Et c'est vrai que ça fait gagner du temps parce que moi je trouve que c'est pas forcément facile d'imaginer toutes les cartes avec les mots interdits, etc. Ça peut être assez long. Donc dans ce guide d'utilisation de l'IA, vous avez exactement, l'objectif pédagogique, un exemple de prompt que vous allez pouvoir copier-coller dans l'IA que vous utilisez, et le résultat va être celui-ci, par exemple, et ensuite vous n'aurez plus qu'à en faire des cartes, copier-coller dans des cartes, par exemple. Donc, par exemple, alors tout le vocabulaire qui est ici correspond à ce qu'on a vu dans l'unité de défi, bien sûr, hein. C'est du l'objectif, c'est de retravailler ce vocabulaire, etc. Donc, on était dans une unité sur les fêtes, les différentes fêtes et festivals qu'il y a dans plein de villes différentes. Donc, si par exemple, vous devez faire deviner la tomatina, vous n'avez pas le droit de dire Espagne, vous n'avez pas le droit de dire tomate, vous n'avez pas le droit de dire rouge, ni lancer, ni fête. Donc, autant vous dire que c'est pas simple de faire deviner la tomatina sans dire tous ces mots. Mais c'est bien, c'est intéressant parce que ça va obliger les élèves à utiliser des périphrases et d'autres moyens pour faire deviner ce festival, enfin cette fête populaire. Donc c'est très intéressant pour travailler le lexique. Ce jeu n'est pas déjà tout prêt dans Défi, mais vous avez ici le mode d'emploi pour le faire fabriquer par l'IA. Ça, c'est un exemple que je vous ai mis, mais il y en a plein dans ce guide d'utilisation de l'IA avec Défi. Et pour vous montrer un peu la variété des possibilités, voilà une capture d'écran du sommaire du guide d'utilisation IA des Globetrotters. Vous avez donc, en gros, il y a deux catégories. C'est l'IA qui peut aider les enseignants et l'IA pour aider les élèves. Donc, pour aider les enseignants, l'objectif, ça va être de nous aider à fabriquer du matériel et souvent du matériel pour fabriquer des jeux, justement. Donc, vous voyez, par exemple, des images d'animaux, trouver des erreurs, des mots mêlés, fabriquer un rallye, faire des petites cartes de phonétique, des mots croisés, etc. Donc, voilà, vous avez la recette pour pouvoir fabriquer rapidement et efficacement, grâce à l'IA, plein de matériel complémentaire à la méthode. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, ça va vous donner d'autres idées, une fois que vous aurez l'habitude de le faire. Et puis pour les élèves, alors j'ai mis une capture d'écran qui n'est pas complète, mais ça peut vous donner quelques idées. C'est souvent pour les aider à réaliser certaines tâches. En fait, l'intérêt de leur faire utiliser l'IA en l'intégrant dans la consigne, c'est que ben, comme ça, ils vont pas vous cacher qu'ils utilisent l'IA puisqu'on l'intègre dans la consigne. Donc, par exemple, on va leur proposer de décrire leur journée. Ben, ils vont pouvoir décrire leur journée, mais format BD en étant aidés par l'IA pour faire les dessins, etc. Voilà, l'idée, ça va être de pouvoir intégrer à certains moments du travail l'IA et pas tout le temps, mais en l'intégrant sur des points concrets de, de notre tâche, de notre projet, etc. Et on peut aussi proposer d'ailleurs aux élèves de fabriquer des jeux grâce à l'IA. Voilà, donc je vous invite à regarder ces documents qui sont très complets. Et pour terminer, avant de vous laisser de répondre à vos éventuelles questions, je voulais juste rappeler, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je veux juste rappeler ces quelques points. Donc, à chaque contexte, c'est jeu. C'est-à-dire qu'il y a certains jeux qui vont fonctionner dans certains pays, qui vont fonctionner avec certains élèves, avec certains âges, etc. Et dans d'autres endroits, ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est pour ça que j'ai répété plusieurs fois que c'est vous qui connaissez vos classes, c'est vous qui êtes expert, experte de vos élèves. Vous les connaissez, vous savez ce qui peut fonctionner ou pas. Des fois, on se trompe. Des fois, on pense que ça va fonctionner et puis non. Donc, bon, bah, essai, erreur, on réessaye.
Euh, pardon. Donc voilà, ça c'est important à garder en tête. Très important aussi, pour bien jouer, il faut bien expliquer. Bien expliquer ou montrer un exemple. Mais l'explication est très importante parce que sinon on risque de perdre le côté positif du jeu parce que les élèves n'auront peut-être pas bien compris et que du coup on va passer trop de temps à expliquer, montrer, etc. Donc voilà, bien expliquer. Pour encore mieux jouer, on peut améliorer. Des fois, on teste un jeu avec les élèves et puis on se rend compte que ça s'est bien passé, mais on aurait pu améliorer certains points. Bah, n'oublions pas de l'améliorer pour la prochaine fois, parce que des fois, quand on sort tout juste de la classe, c'est plus facile de se noter sur un petit papier, penser à changer telle carte ou penser à changer quelque chose dans les règles du jeu pour que la prochaine fois, ça se passe vite, ça se passe bien. Et ça, c'est toujours à garder en tête. Des fois, on enchaîne plusieurs classes et on oublie de faire ces petits changements. Ensuite, pour s'amuser, bah, il faut respecter les autres, il faut respecter les autres joueurs, les autres élèves. Donc, c'est aussi important en classe, et ça, notamment avec les plus jeunes, d'instaurer des bonnes règles de savoir-vivre et de savoir jouer pour que ça se passe bien. Et enfin, c'est la mauvaise nouvelle. Jouer, ça marche pas toujours. Donc, jouer, c'est pas toujours gagner, mais ça marche quand même souvent. Donc, intéressant d'essayer de jouer avec nos élèves dans tous les cas. J'ai, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie parce que vous étiez vraiment très nombreux, très nombreuses. J'ai surveillé, j'ai pas vu de questions apparaître, mais il y en a peut-être qui sont Non, arrivées ailleurs, je ne sais pas. Pas de questions. et non, bah écoute, j'en ai pas eu. J'ai eu quelques questions, mais plutôt sur voilà l'organisation des webinaires et tout ça. Donc, bah écoutez, si vous voulez, vous pouvez utiliser le chat hein, pour une question. Juste vous rappeler que vous allez recevoir donc un email parce que vous êtes plusieurs à me redemander. Donc, un email avec le replay de la vidéo, le PDF de la présentation. Donc, vous aurez ce fameux lien Geniali que vous pourrez copier-coller et utiliser, votre certificat de participation et le lien vers le questionnaire de satisfaction que vous pouvez flasher là avec le QR code. Sachez que donc cette rencontre virtuelle FLE fait partie du parcours pédagogique que nous co-organisons avec le Cavilam cette année. D'accord? Donc nous avons déjà, alors je vais peut-être le mettre dans le chat, nous avons déjà le replay d'ouverture du parcours pédagogique qui a été animé par Hélène Émile. Donc je vous mets le lien pour que vous alliez directement sur YouTube. Et donc, il y avait cette rencontre virtuelle d'ouverture. Aujourd'hui, on a eu la rencontre virtuelle d'application comme vous l'avez vu, hein, de l'enseignement ludique dans l'offre des éditions Maison des Langues. Et le prochain rendez-vous de ce parcours, c'est le 29 avril avec un atelier pédagogique. Donc là, c'est un format un petit peu différent. C'est 2 heures de 16 heures à 18 heures hors de Paris avec une partie théorique et une partie pratique. Et aussi, autre spécificité de ce format, c'est 2 heures, donc en ligne avec simplement 50 participants. Et donc pour toutes ces raisons, c'est pour ça que c'est un format payant. D'accord? C'est 27,90 €. Donc, je vous mets le lien vers le lien d'inscription, la description. Et voilà. Donc, voilà pour le parcours. Ah, n'oubliez pas que cette année, toutes les personnes qui vont s'inscrire via un paiement aux ateliers virtuels FLE entrera dans un tirage au sort de 15 jours de formation au Cavilam pour l'été 2027. Donc, ça veut dire que les éditions Maison Langue prennent en charge l'hébergement, le Cavilam offre la formation et l'heureux gagnant aura donc à financer son déplacement au Cavilam et ses frais de bouche. Voilà. Mais c'est un beau cadeau, donc n'hésitez pas à vous inscrire aux ateliers virtuels FLE et à tenter votre chance. Je ne sais pas, profitez-en. Je ne sais pas si tu as vu passer des questions, Amandine, plus spécifiquement. Alors, pas dans le chat en tout cas. Et je te dis dans les questions-réponses, c'était surtout sur l'accès à l'espace virtuel. Ah oui, bah si vous voulez écouter l'accès à l'espace virtuel. Donc c'est vrai que quelqu'un m'a fait la remarque qu'avant l'espace virtuel était ouvert à tout le monde. Alors on a fait ça pendant le Covid.
D'accord? Mais maintenant, on offre les accès aux professeurs qui sont utilisateurs de nos méthodes, c'est-à-dire aux professeurs qui recommandent l'achat des manuels, édition hybride ou 100% numérique, qui font acheter ces accès à leurs élèves. Donc, une fois que vous avez un minimum d'élèves qui achètent leur manuel papier ou leur accès 100% en ligne, on offre le matériel aux professeurs gratuitement. D'accord? Donc voilà. Pour l'atelier virtuel, c'est de 16 à 18 heures. C'est 2 heures. 2 heures avec un spécialiste, donc c'est Hélène et Milin la prochaine fois. L'atelier virtuel sur le jeu, terrain d'interaction et d'apprentissage. Je sais pas si vous êtes dans un centre Institut français, c'est pareil. Vous pouvez peut-être contacter votre coordinateur pour voir s'il y a un budget pour pour financer votre inscription à l'atelier virtuel FLE. Voilà, n'hésitez pas non plus à suivre les actualités d'Amandine, parce qu'avec le phare du fleuve, vous offrez aussi pas mal de formations. Mhm. Donc voilà. Eh bien écoutez, sur ce, il est 18 heures ici, on va vous libérer. Merci encore Amandine pour toutes ces idées de jeu. Et si vous avez des questions, je vous mets le mail ici ple.contact@emdl.fr et voilà. Et ça arrive à notre département service client, service d'aide espace virtuel. Si mes collègues pourront nous transmettre votre email et c'est avec plaisir qu'on répondra à toutes vos questions sur notre offre. Et moi, je Merci réponds à toutes les questions le encore. mercredi sur Instagram. C'est vrai, c'est vrai. Mais seulement le mercredi. Merci encore. Ben bon, jouez bien en classe et puis à très bientôt en ligne ou lors de formations présentielles. À très bientôt. Au Merci revoir. beaucoup, merci à tout le monde, à très bientôt, au revoir, merci Séverine. De rien. À toi.